Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Enphase Énergie? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, comme d'habitude, on suit le plan, à savoir quel est le revenu, est-ce que nous avons des revenus stables, croissants, l'état de la croissance ici, les free cash flow moyens, le nombre d'actions, le PE moyen, la dette nette, la qualité de dividende, et on termine par l'évaluation de la compagnie ici. Donc, Enphase Énergie, nous avons ici, c'est une entreprise en pleine croissance, donc je constate ici que la croissance à partir de 2019, elle est phénoménale. Pourquoi? C'est la question à laquelle vous devez répondre quand vous allez lire les rapports financiers. Ok, semble-t-il qu'elle a un produit ici qui soit très apprécié par le public. Ok, donc est-ce que la demande pour ce produit-là est durable? Quelle est la taille du marché? Ce genre de choses-là. OK? Donc ici, je remarque également qu'il y a quelques acquisitions par-ci, par-là. OK? Donc ici, on peut constater qu'il y en a une là, il y en a une ici. 200 millions. Peut-être qu'également ces acquisitions-là ont affecté l'entreprise en date d'aujourd'hui. C'est bien d'avoir de la croissance. OK? Mais en termes de croissance présentement, est-ce que cette croissance-là vient avec des marges également qui sont stables ou bien croissantes? Donc, je constate également ici que les marges sont à peu près stables. D'accord? En tout cas, depuis le volume de croissance ici, les marges sont à peu près stables. On aime ça. Maintenant, je vais comparer ici les marges EBITDA. C'est bien d'avoir des marges de but à peu près stables, mais également au niveau de la partie opérationnelle, des dépenses opérationnelles ici. Est-ce qu'on est assez correct? Est-ce qu'on est assez efficient? Oui, ça va. On a à peu près une certaine stabilité également à ce niveau-là. OK. Maintenant, en termes de volume, les marges EBITDA augmentent. Est-ce que les bénéfices nets, déjà, avant d'arriver aux bénéfices nets, d'accord? Vu que j'ai pris les revenus ici, je constate que c'est une compagnie en pleine croissance. D'accord? Le volume de croissance ici, d'accord, sur les 10 dernières années, on a 24%. 5 dernières années, 46%. 3 dernières années, 58%. 2 dernières années, 67%. La croissance est phénoménale. Faites attention à ce genre de compagnie déjà. Parce qu'il suffit juste qu'elle ait une croissance moins élevée qu'attendue et boum, ça se casse la gueule. D'accord? Faites attention. C'est un peu comme avec Tesla. La croissance est là, mais elle est moins élevée qu'attendue. Donc, déjà, il faut faire attention ici. Et les compagnies de croissance, privilégiez les compagnies qui s'autofinancent au minimum. S'autofinancer, ça veut dire au moins qu'on a des free cash flow égal à zéro. Pas inférieur à zéro, mais au moins égal à zéro. OK? Même si on n'a pas de bénéfices nets ici, il faut au moins pouvoir s'autofinancer parce qu'une compagnie de croissance, c'est la première chose que vous allez lui demander. Au-delà de ça, vous devez savoir quelles sont les marges minimum attendues par le management en termes de prévision. D'accord? En termes de croissance ici, nous constatons ceci. Nous avons une compagnie qui est en pleine croissance en date d'aujourd'hui. Il semble-t-il que la croissance en 2022 est bonne, d'accord, était bonne, sera bonne parce que techniquement 2022 est terminé. 2023 également, il y a de bonnes chances que la croissance également soit bonne. Donc, quand on prend ici l'estimation des analystes par rapport à la croissance, d'accord, en 2023, nous avons à peu près quelque chose en tout de 2 milliards 970. 2023. Donc, ici, 2023, je prends 2 milliards 970. 2,97. OK? Maintenant, je compare les free cash flow, d'accord? Les free cash flow et les net income pour voir si on parle le même langage ici, pour déjà voir si on en a d'ailleurs. OK? Donc, je les prends, je les mets sur le même graphique ici. Voilà. Je constate ici que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Ce n'est pas étonnant. Mais également, il faut savoir une chose. Pourquoi? Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là. OK? Il faut remarquer une chose. C'est une compagnie de croissance. Il faut se poser la question à savoir, est-ce que les marges actuelles, ce sont les marges qu'on va est-ce que ce sont des marges qui sont durables dans le sens où si on a des marges de 5%, on espère avoir 5% au minimum dans les années à venir. D'accord? Mais si on a des marges très élevées par rapport à une conjoncture, ce n'est pas bon. Donc il faut faire très attention. Surtout quand vous regardez ce genre de compagnie, si vous constatez que avant 2018-2019, il y avait presque rien du tout ici. Donc cette entreprise est rentable à peu près de manière constante depuis 2019. 2019 coïncide avec la pandémie, etc. Donc est-ce que notre produit phare est sorti à cette période-là, ou bien c'est par rapport à la conjoncture actuelle qu'on gagne beaucoup d'argent? C'est la question qu'on se pose. OK? Ici, on constate que les free cash flow sont plus élevés que les net income. À long terme, ils auront tendance à parler le même langage. Donc, vu que j'ai pris l'estimation des analystes pour le revenu, sachant que les marges également ces marges-là peuvent avoir tendance à fluctuer, je vais prendre l'estimation des analystes par rapport au free cash flow également. OK? Et il faut toujours vérifier une chose, le nombre d'analystes sur le dossier. OK? Donc, je vais prendre ici free cash flow. On cherche free cash flow ici. Où est-ce qu'on a free cash flow? Free cash flow attendu. Donc, free cash flow, average, consensus. Donc, déjà, premièrement, le consensus ici, le analyse count, donc c'est-à-dire le nombre d'analyses sur le dossier. Quand je prends l'année prochaine, enfin, pour le free cash flow, je mets ceci. Vous constatez qu'on a 13 analyses sur le dossier. Ce qui est, voilà, au-dessus de 5, 10 par là, c'est tout à fait correct pour moi.
OK? Donc, ça peut être assez solide, mais ça ne veut pas dire qu'ils auront forcément raison. Donc, ici, on passe dans le domaine de la guesstimation. Il faut faire très, très, très attention. OK? Donc, je prends les free cash flow ici. Je ferai au niveau des net income. Donc, on va aller regarder les free cash flow au niveau des prévisions ici, vu que les free cash flow, on va comparer également avec les net income au niveau des prévisions. J'aime bien prendre le consensus moyen, d'accord? Donc, je prends ça, je mets ça là. Consensus moyen, on attend à peu près 573 millions. Maintenant, je vais prendre le net income en consensus également moyen. Net income, net income, net income. Où est-ce que tu te situes? Net income. Net income consensus. Non, ça c'est net debt. Net debt ici. Et donc, je vais prendre normalisé, c'est plus facile. Consensus average. On met ça là. On constate ici que net income sera plus élevé que free cash flow. Quand on a également regardé les revenus ici, donc free cash flow, net income, on se rend compte que les free cash flow ont tendance à être plus élevés en date sur les derniers mois. D'accord? Donc, quand je ferme ces deux-ci, je les mets sur le même graphique. Vous constatez que d'habitude, on a des depuis 2020 ici, on avait à peu près des free cash flow qui étaient à peu près, les net income étaient à peu près supérieurs aux free cash flow. D'accord? En date d'aujourd'hui, ils parlent un langage différent. Donc, les free cash flow peuvent être impactés ici par la dépense en capital. Qu'est-ce que je dois prendre ici? Il faut faire attention. C'est quand on parle maintenant de guesstimation, je n'aime pas, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Donc, en termes de net income, normalisé, c'est 500 millions. En termes de free cash flow, normalisé, on attend à peu près aux alentours de 573 millions. Je prendrai 573 millions. D'accord? Si c'est plus élevé que ça, tant mieux. Je prends 573 millions. OK? Donc, je mets ça ici. 573. D'accord? Nombre d'actions. Est-ce que nous avons une entreprise ici qui rachète ses actions? Donc, on va regarder ça ici. En termes de rachat d'actions, qu'est-ce que nous avons? On prend ça, on valide. Je constate ici qu'on a 146 millions d'actions. C'est plutôt une entreprise qui augmente son nombre d'actions. C'est normal. Elle est plutôt rentable depuis 2020-2019 par là. Donc, ça peut être prêt à cette période. C'est plus stable. Avant cela, elle s'autofinançait en émettant de nouvelles actions. Donc, on a ici à peu près 146 millions. 146 millions. Je marque ça ici. 146. Maintenant, le PER moyen ici est de combien? Price. Et je vous rappelle que moi, mon PER, je réfléchis en termes de rendement. Pas juste un PER pour un PER. Donc ici, je constate que le PER moyen est de 50 fois les bénéfices. Je dois me poser la question de savoir qu'est-ce qui influence d'abord le PER, donc le net income. Si le net income est moins élevé qu'à la normale, ici, il y aura un impact négatif. Si c'est également une compagnie de croissance, il faut faire attention. Il faudrait peut-être se dire que le net income qu'on a présentement ne représente pas la véritable rentabilité de l'entreprise. Donc il y a peut-être assez... Il y a des... Voilà. Il y a des... Il y a un tout petit peu de croissance inclus dans les price to earning. Donc, déjà, on va les comparer ici. Price to earning, je vais mettre les 12 prochains mois. On constate quoi? Si je regarde la moyenne ici, je ne prends jamais au-delà de 25 fois les bénéfices. Je ne veux rien savoir. 25 fois les bénéfices, je m'arrête là. Même si on a une croissance de 50%, je vous ai toujours dit qu'une compagnie de croissance, on l'achète à un prix qui n'implique pas la croissance. Parce que tôt ou tard, on aura ce prix-là. Ne vous inquiétez pas pour ça. Toutes les entreprises dans ce monde vous donneront une opportunité d'investissement intéressante tôt ou tard. Il y a des milliers d'entreprises. Dans ce millier d'entreprises, il y a peut-être 500 bonnes entreprises, même pas 500, il y a peut-être 300 bonnes entreprises. D'accord? Et on doit uniquement travailler sur ce 300-là. OK? Je ne dis pas que Enphase fait partie de ce 300-là, mais je dis ceci, c'est qu'il y a très peu d'entreprises exceptionnelles. Donc, sur ces entreprises exceptionnelles, vous avez juste besoin d'avoir une une opportunité chaque année. D'accord? Même pas plus que ça. Et en période de récession, en période de solde, comme moi j'appelle, vous pouvez avoir plus d'opportunités d'investissement. Donc, on n'achète pas une entreprise à n'importe quel prix. Ici, 40 fois les bénéfices, je sais qu'OK, ça ne veut pas dire qu'on est forcément surévalué. Il faut également vous dire qu'à pendant un certain moment, on n'avait pas des marges assez élevées. OK? Donc, je prends le premier niveau ici. Je vais prendre également la déviation standard -1 ici, juste pour voir à peu près qu'est-ce qu'ils prennent souvent en dessous. Donc, je vois ici à peu près sur les 10 dernières années. Sur les dernières années, on a à peu près 20 fois les bénéfices, 46 fois les bénéfices. OK. Qu'est-ce que je prends? Ici, je vais être optimiste. Parce qu'en fait, si je prends des PER de 25 fois les bénéfices. Et encore, 25 fois les bénéfices, il faut se dire que c'est parce que la croissance est exponentielle. Parce que normalement, je vais me limiter à 20 fois les bénéfices. Parce que avec l'augmentation des taux d'intérêt, on aura tendance à avoir des PER moins élevés. Mais tout dépend également de la croissance. Mais je ne vais pas au-delà de 25 fois les bénéfices. 25 fois les bénéfices, c'est un rendement de 4%. Si on me vend une compagnie ici aujourd'hui qui a une croissance au moins de 15% sur les 5 prochaines années à 25 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui,
En réalité, je suis en train de l'acheter à 12,5 fois les bénéfices. Si elle augmente ses bénéfices nets à hauteur de 15% en moyenne sur les 5 prochaines années, vous faites juste 25 ici divisé par 2. 1,15% de croissance sur les 5 prochaines années, ça revient ici à doubler vos capitales. Donc, ce qui fait 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Et il a dit qu'en réalité, le 4% que vous achetez en date d'aujourd'hui, d'accord, l'année prochaine, en année 5, d'accord, ce 4%-là se transforme en un rendement de 8%. Ce qui n'est pas si mal. OK? So, par rapport au prix d'acquisition, bien sûr. Donc ici, maintenant, 25 fois les bénéfices, c'est ma limite. Très gentil à ce niveau-là. Maintenant, en termes de dette nette. Dette nette ici, on a combien? En termes de dette nette, nous avons à peu près une entreprise qui n'a pas une énorme dette. Donc, elle a du cash net. Je vais mettre ça de côté ici. Disons que, voilà, on a du cash net et ça s'arrête là. Le nombre d'actions ici, voilà, on a $1 par action. Donc, ça ne va pas changer grand-chose non plus. Maintenant, on a assez d'éléments pour effectuer l'évaluation de la compagnie en date d'aujourd'hui. Soyez attentifs. D'accord? 2 milliards 970 multiplié, même pas multiplié, en fait j'ai pris 573 milliards ici, 573 millions ici, donc je fais juste le 573 millions multiplié par 25 fois les bénéfices, donc 573 millions représente quoi sur le 2 milliards 970, ça représente à peu près un pourcentage de combien? En moyenne de 20%, 19% par là, en termes de marge, ok? Donc juste pour vérifier ici, est-ce qu'on a des marges qui se rapprochent à peu près à ce niveau-là? Margin, donc margin ici, on a quoi ici à ce niveau? On a des marges à peu près de 10%, donc c'est même déjà très très optimiste, attention, donc ici on compte, les analystes pensent que les marges vont augmenter. Attention, et ça va presque doubler l'année prochaine. Moi, je ne sais pas par rapport à ça. Donc, ici, on peut augmenter les revenus plus que les marges, ici, les revenus ici, alors qu'on garde à peu près le même niveau de dépenses opérationnelles. So, en termes de... Oui, on est à peu près 25. Donc, je reviens ici. Multiplié par 25 fois les bénéfices, donc 5, 7, 3. Multiplié par 25 fois les bénéfices. OK? Nous avons à peu près combien? Donc, 25 fois les bénéfices ici, ça nous donne à peu près 14 milliards. Moins la dette nette, on a du cash net. Donc, je ne vais même pas le calculer. Ça fait peut-être... Donc, divisé ici par le nombre d'actions, à 146 millions d'actions. Attention, ici, c'est du cash net, donc il n'y a pas de dette nette. Ça donne ici au total 98 $ l'action. Donc, à peu près aux alentours de 100 $ l'action. OK? Donc, si on fait ça, X25, ici, 100 $ l'action. Donc, je me dirais, on va se dire qu'en date d'aujourd'hui, cette entreprise-ci, je ne l'achèterai pas à plus de 100 $ l'action. OK? So, ceci n'est que mon avis, d'accord? Et non un conseil d'investissement. Également, je dois admettre une chose, la croissance pourrait être bien plus élevée que ça. Mais ici, on est dans le domaine des guesstimations. Je n'ai pas envie d'avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Donc, je n'achèterai pas du Enphase Energy à 233 à 233 $ l'action. Pas du tout. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître une croissance exponentielle. Peut-être qu'on va avoir une croissance de 50% en 2023. Qui sait? 50% de croissance, 50% de marge ici. Donc, on peut avoir quelque chose d'encore plus élevé que ça. Mais attention, il faut faire très très attention en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel. Il faut également reconnaître que si on regarde le consensus des analystes par rapport au bénéfice net, disons en année 3, on va le dire comme ça. Donc, plus le nombre d'années est élevé, plus on fait des prévisions dans le temps, plus on a tendance à avoir tort. Donc, faites attention. Quand je prends en année 3 ici, le consensus pour les net income normalisés, on est à près de 900 millions. Admettons même qu'on va réagir ici par l'absurde, on va dire comme ça, 25 milliards. Disons qu'on a 1 milliard en année 3. Divisé ici par le nombre d'actions, 146 millions. Ça donne ici au total 111 $ l'action. Encore plus élevé que ce qu'on a présentement ici aujourd'hui. Donc, ce qui me permet de dire qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci, voilà, il y a beaucoup d'hypothèses de croissance qui ont déjà été incluses dans le prix. Donc, je ne pense pas que ça vaille la peine. Ça ne vaut pas la peine d'acheter cette entreprise en date d'aujourd'hui au prix actuel. Mais maintenant, ça dépend de vous, d'accord? Ceci n'est que mon avis et voilà. Je me réserve le droit de me tromper. On ne parle pas de dividendes ici, il n'y en a pas, d'accord? L'entreprise, c'est une compagnie de croissance ici. So, Enphase Energy, on va commencer à la regarder aux alentours des 100 $ l'action, entre 150 et 100 $ par là. On commence à regarder l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter, mais sûrement pas au prix actuel. Et encore, on peut se tromper. Mais tôt ou tard, le marché finira par vous donner une opportunité d'investissement. Par exemple, regardez Google. Tôt ou tard, le marché a fini par vous donner une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, si on prend par exemple, j'aime utiliser le free cash flow yield. Donc, ça dit que c'est, voilà, quand on ajuste le free cash flow yield ici, qu'est-ce qu'on obtient? On se rend compte que
Les meilleurs moments pour acheter du Google ici, ce n'était pas en tout cas, ce n'était pas en 2014, ce n'était pas entre 2018 et 2021. C'est en date d'aujourd'hui, on est à 6% de rendement, 5% de rendement par rapport à notre prix d'acquisition. Et encore, ça n'inclut pas la croissance. La dernière fois qu'on a eu ce genre de prix, c'est en 2012 par là. OK? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont acheté ici ont acheté vraiment un mauvais prix. Non, pas du tout, parce qu'entre-temps, les bénéfices nets ont augmenté. Donc faites attention à ça. OK? Mais en date d'aujourd'hui, pour la croissance qui pourrait rester au sein de cette compagnie-ci, même si on n'a que du 10%, on se dit que le prix actuel est assez intéressant. Admettons que on s'échange à peu près à 18 fois les forward PE ici et que l'entreprise a à peu près 10% de croissance sur les 5 prochaines années, ça revient à dire que, voilà, au prix actuel, réellement, en année 5 ici, on l'achète à 11 fois les bénéfices. OK? 11 fois les bénéfices. OK? Ce n'est pas mauvais pour du alphabet. OK? C'est bien une compagnie de croissance, mais il faut faire attention au prix. Toujours important. Compagnie de croissance, je l'achète uniquement à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, si je suis Enphase Énergie, je n'achèterai pas cette entreprise à plus de 100 $ à l'action. En tout cas, pour le moment, mon avis pourrait changer dans les mois à venir également, mais en date d'aujourd'hui, pour dormir tranquille la nuit, pas plus que 100 $. Donc, je me réserve le droit de me tromper d'ailleurs. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.